Bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel on va aborder un sujet en lien avec le temps. Vous savez qu'on a déjà parlé du temps, de son importance et particulièrement de sa particularité, on va dire de sa... Voilà, ce qui rend le temps vraiment quelque chose d'unique et surtout de précieux parce que on a compris que le temps passe. Le temps passe très vite et le temps passe de façon très subtile. On ne s'en rend pas compte. On voit juste que on a vieilli, on voit juste que les époques ne sont plus les mêmes. On constate juste que les gens changent, ils adoptent de nouveaux systèmes de pensée, de nouveaux comportements et par conséquent, les rapports ne sont plus les mêmes. Ça, c'est l'effet du temps. Et je me souviens que lorsque j'étais élève au primaire, la matière de l'histoire, en fait, en lien avec l'histoire, m'était vraiment, on va dire, ennuyeuse, en quelque sorte. Je trouvais ça vraiment ennuyeux, ce cours, parce que je me disais, mais à quoi sert le temps, à quoi sert l'histoire? Parce qu'on souvent, on disait que l'histoire c'est le récit des événements passés. On renvoie toujours vers le passé. Et je me disais, mais c'est quoi tout ça en fait? Pourquoi à chaque fois revenir sur le passé? Quelle est l'utilité du passé? Quel est l'intérêt de savoir ce qui s'est passé, les événements qui ont eu lieu dans une localité, dans un pays quelconque en fait, ou donné? Vous voyez, c'est vraiment des choses comme ça qui ont habité en fait mon esprit à chaque fois que j'étais exposé à ces cours-là, les cours d'histoire. Et d'ailleurs, même jusqu'en classe même jusqu'au collège, voire même jusqu'au lycée. C'est vraiment des choses que j'ai trouvées sans utilité, en fait, sans importance. Mais avec le temps, comme on grandit, d'accord, on se rend compte qu'en fait, finalement, l'histoire nous rattrape toujours. Et tout ça est lié au temps. Et l'épisode d'aujourd'hui, justement, concerne le rapport qu'il y a entre le passé, le présent et l'avenir. Ça, c'est très important. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle vraiment j'ai pensé à planter le décor en lien avec justement, en établissant justement le lien avec le temps, parce que tout ceci justement renvoie au temps, à la notion du temps, à la conscience que nous devons avoir de la subtilité du temps, mais surtout de son effet, de son impact, d'accord, dans nos vies. Parce que chacun de nous a son histoire. Chacun de nous est en train de frayer son chemin vers un idéal, d'accord, de développement, on va dire, vers son bonheur, vers le bonheur en fait. Mais pour cela, nous sommes confrontés à des situations parfois qui dépendent de nous et pour certaines et pour d'autres qui sont complètement hors de notre portée, dont on n'a absolument aucun contrôle sur elles. Et donc, l'accumulation de ces différentes expériences nous expose justement à finalement vivre des choses qui, demain après-demain, vont devenir finalement des histoires que nous allons raconter, d'accord, aux personnes avec lesquelles nous sommes amenés à échanger, d'accord, tout au long de notre vie, peut-être notre conjoint, nos enfants, nos amis, nos collaborateurs, les personnes de notre communauté religieuse ou notre communauté, je ne sais pas dans quel cercle vous vous retrouvez, mais dans tous les cas, l'ensemble de ces expériences-là vont être archivées quelque part dans notre conscience, dans notre mémoire. Et c'est en cela que toutes ces expériences, finalement, vont nous servir d'une manière ou d'une autre, d'accord? Déjà aujourd'hui, dans le présent, mais aussi dans l'avenir. Parce que vous allez faire un constat, à chaque fois que des êtres humains se retrouvent quelque part, s'ils doivent discuter, s'ils doivent échanger, s'ils doivent passer de bons moments, on va dire, conviviaux, cela va être généralement caractérisé par la mise en avant, d'accord, de petites histoires, des anecdotes, en fait, des leçons de vie, pour que naturellement, le rapport, le moment, ensemble, puisse être rempli finalement d'émotions, mais surtout de quelque chose qui va véritablement donner du sens vraiment à ce moment-là. Et il n'y a rien de mieux que le fait de raconter des histoires. Et d'ailleurs, lorsqu'on revient dans la Bible, on va se rendre compte que Jésus racontait toujours des histoires. Il y avait un certain homme qui avait 2 fils, l'un était l'autre était comme si. Il y avait une dame qui avait un enfant et dont une veuve par exemple. Il y a tellement d'histoires dans la Bible en fait. Tellement d'histoires dans la Bible. Et d'ailleurs, la Bible c'est un récit, c'est un ensemble de livres. C'est plusieurs auteurs qui ont
Et je dis souvent des autobiographes, parfois des biographes, et surtout même des biographes, parce qu'ils retracent en fait des récits de vie d'autres personnes, d'autres personnages qui ont joué un rôle capital dans l'histoire même de l'Église, et donc par conséquent, je dirais même par extension dans l'histoire du monde, parce que la Bible, on l'a compris, c'est un livre extrêmement puissant. Donc du coup, il y a vraiment intérêt à s'intéresser ou à manifester une certaine curiosité, d'accord, au sujet des événements passés, du passé en quelque sorte. De façon très concrète, moi, il m'arrive, et là je dirais même pas qu'il m'arrive, je le fais, c'est une pratique en fait finalement, parce que si vous êtes habitué à pratiquer le journaling, vous allez vous rendre compte que vous serez amené à davantage considérer tout ce que vous avez vécu dans le passé, à y établir un rapprochement avec ce que vous vivez aujourd'hui et naturellement à essayer de l'intégrer dans ce que vous vous projetez de faire dans l'avenir. Donc, il y a toujours un lien en fait. On ne peut pas dissocier son passé de son présent sans naturellement l'intégrer dans son avenir. Ce n'est pas du tout possible. Parce que le comportement qu'on a aujourd'hui, il trouve une explication dans le passé, dans le temps. Ça part de l'enfance. Après, on arrive à l'âge donc d'adolescence, de jeune adulte, à l'âge adulte. Et comme je le dis souvent, l'adolescence, en fait, l'enfance plutôt, nous permet d'avoir des repères. D'accord ? Quand on parle vraiment de l'enfance, c'est vraiment, on est en train d'avoir des repères, en fait. Il y a des repères qui s'installent en nous au niveau spirituel, au niveau intellectuel, même au niveau émotionnel, et cela passe déjà au niveau de la cellule de base, donc la famille, mais après cela, on a un autre cadre qui est l'école, on a la vie à l'extérieur en communauté, tout comme on peut l'avoir aussi dans le cadre de la religion. D'accord ? Ici, vraiment, c'est vraiment des repères, d'accord ? Ce sont des repères qui nous permettent d'avoir plus ou moins une boussole, plus ou moins un cadre dans lequel on peut évoluer de façon un peu plus sereine parce qu'on est en harmonie avec ce que nous avons reçu comme infrastructure mentale, intellectuelle, spirituelle, émotionnelle, sociale, etc. Après, on a le côté de l'adolescence et l'adolescence ici vraiment renvoie à la personnalité, d'accord ? Ce qui constitue vraiment la personnalité d'une personne, enfin, son caractère. Et cela va naturellement se concrétiser par les différentes expériences auxquelles la personne va être confrontée. C'est-à-dire que la personne va être amenée à expérimenter des choses, que ce soit dans les relations amicales, que ce soit à l'école, que ce soit même à la maison, des expériences qui vont façonner le système de pensée, le raisonnement de la personne. Et parmi ces expériences aussi, on a des expériences même liées à des hobbies, c'est-à-dire que tout ce qui va permettre à la passion de la personne de s'exprimer, tout ce qui va permettre à cette personne de justement valoriser le sens de son utilité dans la société, on va dire entre guillemets. Et cela, justement, ça va passer par... On va expérimenter des choses, on va essayer de nouvelles choses, on va en fait explorer certains talents, certains dons que nous avons. Parfois on va échouer et parfois on va reprendre, parfois on va même se convertir à autre chose. Mais en fait ici c'est vraiment la construction de sa personnalité. On forge une certaine personnalité, on commence à être ferme un peu sur certaines choses, on commence à se positionner plus ou moins par rapport bien entendu aux repères aussi que nous avons. Et après l'âge donc de l'adolescence et de jeune adulte, parce que l'adolescence et le jeune adulte, vraiment ça va un peu ensemble, même si on sent qu'on est en train d'évoluer en matière, notamment en âge, mais c'est plus ou moins dans le même tunnel. Et après on arrive naturellement à l'âge donc adulte, qui est finalement l'âge de l'engagement. On a un peu tâté le terrain, d'accord, on a un peu... essayer de prendre ses marques dans différents domaines, dans différents cadres, dans différentes sphères, à travers différentes relations. Et finalement, on estime qu'il est temps de se positionner, il est temps de s'engager cette fois-ci, non plus avec le réflexe de l'essai, mais cette fois-ci
avec le réflexe donc d'un engagement en fait finalement, d'une responsabilité que l'on a face à quelque chose qui nous concerne et qui peut aussi concerner les personnes autour de nous. Donc voilà un peu les différentes phases en fait finalement du processus de maturation d'une personne. On a l'enfance, on a l'âge d'adolescence ou de jeune adulte et on a l'âge adulte. Donc on quitte de repères à la construction de sa mentalité jusqu'à naturellement la formulation d'un engagement, et donc c'est ce qui va permettre à cette personne de s'affirmer, et donc d'affirmer ses valeurs, d'affirmer ses croyances, d'affirmer le sens qu'elle donne à sa vie, l'orientation qu'elle donne à sa vie, et naturellement l'influence aussi qu'elle peut répandre dans sa communauté. Bon, là j'ai abordé vraiment quelque chose de façon, on va dire aussi précoce, parce que c'est très lié à l'ouvrage que je suis en train d'écrire en ce moment, en parallèle de tout ce qui concerne Vital, donc l'univers Vital. Je suis en train d'écrire mon autobiographie, donc du coup, c'est très lié à ces différentes étapes-là. Donc, pourquoi est-ce que j'aborde cela? Parce que certainement la question pourrait émerger dans votre esprit. J'aborde ces différentes phases du processus de croissance d'une personne pour naturellement faire ressortir le lien entre le passé, le présent et l'avenir. Parce que lorsqu'on grandit, lorsqu'on est déjà et qu'on évolue, l'environnement dans lequel on est constitue un laboratoire dans lequel notre fabrique va se produire, va s'opérer en fait. Et donc, il y a matière à vraiment considérer toutes les influences majeures qui vont façonner notre système de pensée, qui vont façonner nos croyances, qui vont façonner nos habitudes, qui vont façonner notre caractère, qui vont façonner notre culture. Et dans la phase de l'enfance, justement, donc dans notre passé, parce qu'aujourd'hui, certainement, nous avons un certain âge, et donc du coup, si nous nous comportons aujourd'hui d'une certaine façon ou d'une autre, il y a matière à revenir dans le passé, à revenir dans l'enfance. Et cela, naturellement, avec un journal. Donc, vous prenez un stylo, vous prenez un journal, vous prenez aussi des photos, d'accord, de vous, dans votre passé, pour essayer de vous mémorer un peu ce que vous avez vécu, les expériences auxquelles vous étiez confrontés, en quoi est-ce que cela vous affecte aujourd'hui. On contribue en tout cas à affecter votre façon de faire. Et surtout, parce que c'est là le plus important, voir en quoi est-ce que ces choses, ces expériences, ces connaissances, ces habitudes, contribue ou pas à votre bonheur. On a déjà parlé du bonheur. Le bonheur, c'est un état de paix, de liberté, de sentiment de bien-être, mais également de sentiment d'accomplissement. D'accord? Le but ici, c'est de vraiment établir un lien entre ce qui s'est passé dans votre vie et ce qui se passe aujourd'hui. Quelles sont les choses que vous devez garder ou les choses auxquelles vous devez vous défaire en fait, afin de maintenir un état de paix, de liberté, de sentiment de bien-être et donc de santé et de sentiment d'accomplissement. Ça, c'est très important. Quelles sont les choses aussi que vous avez reçues dans votre enfance, donc dans votre passé, qui étaient tout à fait nobles et dont vous vous êtes séparés au fil du temps et que vous devez réintégrer dans votre système de pensée, dans votre culture, afin de vivre le bonheur. Parce que le passé n'est pas toujours mauvais. Même les mauvaises expériences auxquelles on a été confronté dans le passé ne sont pas toujours inutiles. Elles ont leur sens. Elles peuvent donner une explication à votre comportement actuel. C'est très important. Donc les connaître, les ressasser, revenir un peu là-dessus, essayer d'analyser, aller un peu en profondeur, vont nous donner une certaine explication et peuvent nous permettre de rectifier le tir et donc d'adopter un comportement qui est compatible à la réalité du bonheur. Ça, c'est très important. Donc le passé n'est pas inutile. Comme je le disais, comme je pensais autrefois que c'était des événements, des récits, etc., je trouvais cela ennuyant. Non, c'est très important. Ça nous permet de comprendre ce qui s'est passé, ce qui est susceptible de se reproduire. Parce que la Bible nous dit dans Ecclésiaste, pour faire un lien avec la Bible,
Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout ce qui est a déjà été. Et tout ce qu'on peut qualifier de nouveau a déjà été. Il n'y a rien de nouveau. Dieu n'est pas étonné par tout ce qui se passe dans ce monde. C'est nous, par contre. On pense que c'est nouveau, mais il n'y a rien de nouveau. Et lorsqu'on lit le livre de l'Ecclésiaste, je crois que c'est Salomon qui l'a écrit, il dit qu'il ne s'est privé d'aucun plaisir sur cette terre. Parce qu'on lit les 2 premiers chapitres. Et à la fin, il dit que tout est poursuite du vent. Tout est vanité. Vanité des vanités, tout est vanité. Poursuite du vent. Parce qu'en fait, tout cela lui a donné un bonheur, peut-être, pendant un certain temps, mais à la fin de la journée, il se rend compte que cela ne lui a pas donné d'être dans une plénitude absolue dans l'expérimentation de ce bonheur-là. Tout était éphémère. Et surtout, lui qui était juste, lorsqu'il voyait la vie des personnes injustes, il se rendait compte qu'on avait le même sort, on mourrait tous les deux. Il se dit, mais en fait, finalement, ça ne sert à rien. Tout ceci n'est que poursuite du vent. Tel est dans l'injustice, l'autre est dans la justice, mais après, on se retrouve dans le même sort, on meurt. Bref. Mais ce qui est très intéressant, c'est que, toujours dans ce livre, je ne me souviens plus exactement du verset, il dit, la justice, donc la lumière, il est plus avantageux de vivre dans la lumière que de vivre dans les ténèbres. Et c'est ça qui est très important. Donc là, c'est vraiment une petite parenthèse pour dire que on a tous les mêmes sorts sur cette terre, mais attention, la destination finale n'est pas la même. Et encore mieux, tout au long de notre vie, lorsqu'on a le Seigneur, on est sécurisé. Parce que nous avons la garantie de l'expérimentation, de la réalité du bonheur. Et bien entendu, selon Dieu. Parce que le standard, c'est lui, ce n'est pas les hommes, ce n'est pas les conventions que les hommes ont préétablies ou changent au fur et à mesure que le temps passe, au fur et à mesure que l'effet aussi du capitalisme se répand à travers le monde. Dieu a un standard que nous devons respecter, auquel on doit se soumettre. C'est ce qui compte et non pas ce que les hommes sont en train d'établir comme définition en lien avec le bonheur. D'accord ? Donc ça, c'est très important de considérer son passé et d'y établir un lien avec le présent. Pourquoi ? Parce que, alors là, ça c'est très important, votre présent est en quelque sorte votre passé. Vous êtes le fruit de l'éducation de vos parents, des influences auxquelles vous avez été exposé dans le passé. Et votre futur, il est le présent d'aujourd'hui. Votre futur est le lien que vous faites entre votre passé et votre présent, plus les décisions que vous prenez aujourd'hui, notamment sur la base des leçons que vous tirez du lien que vous établissez entre votre passé et votre présent. Donc, votre futur est déterminé par votre présent réfléchi. Votre futur, c'est votre présent et votre passé de façon réfléchie, de façon sage. C'est votre passé et votre présent filtrés à la lumière du bonheur, selon Dieu. C'est prendre tout ce qui concourt à votre paix interne, à votre liberté, à votre santé physique, donc à votre bien-être, mais aussi à votre capacité de vous réaliser. Bien entendu, dans le strict respect de la dignité, de l'honnêteté, de la justice. Et donc, cela s'inscrit tout simplement sur la base de la parole de Dieu. Si l'Éternel le bâtit, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Tout ce qui était fait a été fait par elle. Rien de ce qui n'était fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie, en elle, il y avait la lumière. Dieu est le fondement de toutes choses. S'il a permis que vous puissiez vivre dans une famille donnée, dans certaines conditions, dans certaines circonstances, soyez-en sûrs, cela ne détermine en rien ce que vous serez demain. Parce que c'est lui qui a la réponse à toutes choses. Mais nous, la responsabilité nous incombe de nous positionner, d'adopter l'attitude de sagesse qui consiste à considérer nos voies. Parce que, qu'on le veuille ou pas, lorsque notre vie tourne en rond,
perd du sens, perd de saveur. La première des choses que nous devons faire, c'est de questionner nos choix, questionner notre façon de faire, notre façon de vivre, notre façon de penser, notre façon de raisonner, questionner nos relations, questionner notre environnement et parfois même retourner dans le passé pour comprendre ce qui a concouru à la constitution de l'environnement actuel dans lequel nous nous trouvons, de notre condition. C'est la raison pour laquelle le passé a toujours du sens dans le présent. Et le présent donne du sens à l'avenir. C'est lié, on ne peut pas les dissocier. Vous devez retourner dans votre enfance, ou si vous êtes déjà adulte, vous retournez dans votre adolescence, ou dans la phase de l'âge de jeune adulte, ou vous retournez dans l'enfance. Ça, c'est très important. Et si dans l'enfance, vous ne trouvez aucune réponse, vous retournez dans le ventre de votre maman. En fait, vous devez retourner vers votre Créateur. D'abord, vous retournez vers vos parents, vous essayez de questionner. Bon, à mon échelle, voici ce que j'ai considéré dans mon enfance. Mais vous, mes parents, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vos parents ont fait? Qu'est-ce que les parents de vos parents ont fait? C'est très important. C'est très important. Je dirais même c'est vital. C'est très important cela. Aujourd'hui, nous avons des tares sur certaines choses, nous avons des lacunes, nous avons des faiblesses, nous avons des difficultés, nous avons des challenges que nous vivons vraiment. Mais parfois, c'était causé par des parents, des grands-parents, des arrière-grands-parents. Et nous payons le prix aujourd'hui. Donc, il y a lieu de s'intéresser à ce sujet. C'est important. Parce que ça nous permet de développer de la prévention. Ça nous permet de pouvoir prévenir certaines dérives ou certains défis. Ça, c'est très important. Parce que je vais vous prendre un cas, par exemple, dans la Bible, Jésus le prend souvent. Il a déjà pris cette image du jeune, du fils prodigue, par exemple, qui allait loin de son père, qui allait vivre une vie de débauche. Lorsqu'il s'est retrouvé dans une situation vraiment de famine extrême, au point de manger avec des porcs, il a décidé de retourner vers son père. Il a décidé de retourner à la maison. C'est la raison pour laquelle la Bible nous dit que élève ton enfant selon les voies du Seigneur, afin que lorsqu'il grandisse, il ne s'en détourne point. C'est très important. L'éducation, Nelson Mandela le disait, est l'arme la plus puissante avec laquelle on peut changer le monde, parce que l'éducation bâtit la vie d'une personne. Les valeurs qui vont avec permettent de cadrer cette personne dans ce tunnel, qui lui permettent d'avoir un avenir serein, sécurisé. Donc l'éducation, l'instruction, mais aussi les valeurs. Et donc ce fils s'est trouvé dans cette situation de perte, de débauche, mais de confusion. Il a dû retourner vers son père. Lorsqu'on se perd, on doit toujours revenir vers nos repères. Donc la base. Imaginez que vous allez en forêt, vous faites un chemin, vous allez quelque part et vous vous rendez compte que vous êtes perdu. Le réflexe qui va revenir tout de suite, c'est de reconsidérer le chemin que vous avez emprunté pour arriver là où vous êtes. Si jamais vous décidez de ne pas... Voilà, si jamais vous décidez de le faire, parce que d'autres peuvent dire, bon, moi je reste là, je suis perdu, je reste là, mais si vous n'êtes pas sûr de la voie que vous empruntez, vous êtes au moins sûr d'une chose, qu'il y a un chemin qui m'a conduit là où je suis. Et avant d'être là où je suis, j'étais certainement dans un endroit peut-être qui était un peu plus sécurisé. Pourquoi ne pas y retourner en fait? C'est en cela que le passé trouve son sens dans le présent. Et c'est ça qui va déterminer notre avenir. Je suis un grand pratiquant du journaling. C'est une activité spirituelle, finalement. Ce n'est pas juste une activité de développement personnel, parce qu'une fois de plus, lorsqu'on parle de développement personnel, j'y établis toujours un lien avec le côté spirituel. On ne peut pas se développer d'un point de vue personnel sans tenir compte de la variable spirituelle. Tout est lié. Le spirituel, l'intellectuel, l'émotionnel, le physique, le relationnel, tout
est lié lorsqu'on parle de développement personnel. C'est le développement de vos capacités mentales, donc votre capacité à gérer l'intelligence que Dieu vous a donnée, votre capacité à gérer les relations que Dieu vous a données, votre capacité à gérer les émotions que Dieu vous donne, votre capacité à gérer les talents, les dons que Dieu vous donne, votre capacité à gérer même l'esprit que Dieu vous donne. Parce qu'en fait, il vous donne l'esprit. D'accord, votre esprit, vous êtes voilà, un esprit. Mais après, il vous donne le Saint-Esprit qui vient finalement s'unir à votre esprit pour que vous soyez un avec lui. Et c'est lui finalement qui gère. Ça, c'est très important de lever cet équivoque. Hein. Lorsque j'ai dit que Dieu vous donne la capacité de gérer votre esprit, en fait, c'est lui qui gère. Parce que ce n'est plus vous qui vivez, mais c'est lui qui vit en vous. C'est très important. Mais en général, c'est lui qui impulse toutes ces choses. C'est très important de le comprendre. C'est très important de le comprendre. C'est vital. Ne déconsidérez pas votre passé. Ne déconsidérez pas toutes les expériences, bonnes, mauvaises, agréables, désagréables, humiliantes, décevantes, dégoûtantes, que vous avez vécues. Elles peuvent vous aider à rectifier le tir et donc par conséquent à développer une attitude sage qui va vous permettre de finalement vivre votre bonheur. Parce que le bonheur, c'est un choix. C'est un choix en fait. Vous décidez, c'est un investissement. Vous décidez de faire une sélection entre ce qui est utile et ce qui ne l'est pas, entre ce qui est indispensable et ce qui ne l'est pas, entre ce qui est nuisible et ce qui ne l'est pas, entre ce qui est constructif et ce qui ne l'est pas, entre ce qui est salutaire et ce qui ne l'est pas. C'est un choix, c'est une sélection, c'est une discipline que vous devez vous imposer. Parce que lorsque vous dites oui à quelque chose, vous dites naturellement non à autre chose. Et lorsque vous dites oui au bonheur, vous dites non au malheur. Lorsque vous dites oui à tout ce qui concourt à l'expérimentation de la réalité du bonheur, vous dites non à tout ce qui s'y oppose. C'est une discipline. Voilà un peu tout ce qu'on pouvait retenir dans cet épisode, mesdames et messieurs. Je ne vous en dis pas plus. Je vous souhaite du bonheur là où vous êtes. Que Dieu vous bénisse.